de paludisme enregistré sur 100 000 habitants à Sakassou dans le centre du pays, d'où le lancement d'une campagne de démoustication dans la localité. Puis le prix Nobel de la paix attribué aujourd'hui au Premier ministre éthiopien pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée voisine. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un concours de plaidoirie sur le droit international humanitaire organisé par le Comité international de la Croix-Rouge à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour renforcer l'intérêt des étudiants qui y participent pour le droit et l'action humanitaire. L'édition 2019 met l'accent sur la thématique des personnes déplacées internes. 30 étudiants issus des universités et institutions d'enseignement participent à ce concours. Pascaline Kwame Dangui. Monsieur le Président, honorable juge, le bureau du procureur vient de dire devant ce tribunal que Boulé Arsène de l'équipe de l'Institut national de formation judiciaire est en train de plaider dans le cadre du concours national de plaidoirie en droit international et humanitaire. Thème choisi, violence et conflits armés. À l'annonce des résultats, l'équipe de Boulé Arsène remporte le trophée face à l'équipe de la chaire UNESCO. Ce concours national de plaidoirie en droit international humanitaire est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge CICR qui vise à faire la promotion du droit dans le milieu académique. La méthode d'un concours de plaidoirie est une méthode qui est extrêmement pratique et attrayante pour les étudiants. Donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné depuis de longues années. C'est très important que des personnes qui deviennent les leaders de demain puissent connaître le droit international humanitaire. Le concours national de plaidoirie en droit international et humanitaire a vu la participation de 30 étudiants issus des universités et instituts d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. L'équipe de l'Institut national de formation judiciaire va donc représenter la Côte d'Ivoire au concours régional de plaidoirie en droit international humanitaire qui aura lieu à Tunis en 2020. 45 000 cas de paludisme enregistrés sur 100 000 habitants à Sakassou dans le centre du pays selon le district sanitaire de la localité. Pour faire face à l'épidémie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié une campagne de démoustication. 57 agents de santé communautaire ont aussi été formés en vue d'engager la lutte contre les vecteurs du paludisme. Kader Sogodogo. 45 000 cas de paludisme par an sur une population totale de 100 000 habitants. Voici le constat à la direction départementale de la santé de Sakassou. Pour faire face à ce problème, 57 agents de santé communautaire ainsi que des leaders d'opinion de la commune de Sakassou sont formés pour la lutte contre le paludisme. Le département sanitaire de Sakassou a plus de cas de paludisme par rapport à la population générale qui est environ estimée à 100 000 habitants. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nombre de décès dus au paludisme dans les 45 000 cas baisse. La formation entre dans le cadre d'une campagne de démoustication, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec la direction de la coordination du programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agit de faire face à cette maladie qui demeure un problème de santé publique. Nous avons été très édifiés par rapport à l'exposé du docteur Fofana et je crois que nous serons leurs interprètes auprès de nos communautés pour arriver à lutter efficacement contre le paludisme dans la région de Sakassou. On a dit à la population de ne pas verser de l'eau dans les rues du village. Actuellement, nous allons travailler sur la destruction des gîtes larvaires et nous espérons que d'ici 2020-2021, le district sanitaire qui est au premier plan en matière de nombre de cas va baisser. En Côte d'Ivoire, le paludisme est la première cause d'absentéisme scolaire et professionnel. Également, 12 à 14% des revenus moyens des ménages sont dépensés pour les soins liés au paludisme. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes demeurent les populations les plus vulnérables. Nocelle renferme bien des secrets et pourrait être utilisée pour traiter de nombreuses pathologies. L'injection d'excréments, une thérapie qui peut sauver la vie. La matière fécale est utilisée pour guérir des infections de la flore intestinale. Cette thérapie insolite, objet de toutes les attentions de la recherche médicale, a permis à une patiente en France de retrouver une vie normale. Jour J pour cette patiente.
Après un lourd traitement aux antibiotiques, sa flore intestinale a été déséquilibrée. Un environnement propice au développement d'une infection récidivante par la bactérie Clostridium difficile, responsable de l'inflammation du côlon. Dans moins d'une heure, Ghislaine Grenette va recevoir une transplantation de matière fécale. Au début, ça perturbe parce qu'on se dit que c'est quand même la matière fécale qu'on nous injecte. Puis après, on se dit que de toute façon, il faut faire quelque chose et que je ne peux pas rester comme ça. On a la diarrhée tout le temps, on maigrit, on a du mal à manger et puis on est fatigué. On fatigue. Moi, en une semaine, j'avais perdu 4 kilos et on n'arrive plus à vivre normalement. Pourquoi elle est seule? Elle renferme en fait un ensemble de micro-organismes, la flore microbiote intestinale, nécessaire au bon fonctionnement du système digestif. La matière fécale transférée est celle d'un individu en parfaite santé. Un donneur qui n'a jamais eu de problème digestif, pas d'antécédents familiaux ni de prédisposition au cancer du côlon. Globalement, au bout de quelques semaines, le microbiote du sujet receveur, c'est-à-dire du patient malade, va avoir un microbiote qui va être un petit peu entre les deux microbiotes, celui du donneur et celui qu'il avait auparavant. Quand on transfère le microbiote d'un sujet sain au sein d'un sujet malade avec ce Clostridium difficile, on va constater une guérison, l'absence de diarrhée et l'absence de récidive dans les semaines qui suivent, dans plus de 90% des cas. Verdict pour Ghislaine 2 mois plus tard. Comment ça s'est passé du coup après quand vous êtes rentré chez vous? Alors quand je suis rentrée chez moi, pendant 2-3 jours, j'ai pas été bien. Je m'inquiétais déjà, puis ça rentre dans l'ordre. Je surprenais même mon mari qui me disait « T'as vu, il y a des toilettes si t'as besoin. » Parce qu'avant, je cherchais tellement les toilettes partout que là, mon mari me disait « T'as vu, il y a des toilettes. » Je dis « Ah mais j'en ai plus, hein !» Et c'est vrai que on revit, hein. On revit de reprendre une vie normale. Moi qui aime la randonnée, j'ai repris mes randonnées et c'est génial, c'est super. En France, la transplantation des microbiotes fécales est autorisée uniquement pour traiter les infections à Clostridium difficile. Cela pourrait peut-être changer à terme. Des recherches sont en cours pour le traitement de pathologies aussi diverses que le diabète et la maladie de Parkinson. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la fin des travaux du bitumage de l'axe Tienengoué-Mankono. Ces travaux lancés depuis 3 ans vont permettre de désenclaver toute la région du Béré en facilitant désormais l'écoulement des productions agricoles, la circulation des personnes et des biens. Les travaux de cet axe de 58 km ont coûté plus de 32 milliards de francs CFA. Soro Corona. Relier Tienengoué à Mankono est désormais chose facile en véhicule. Long de 58 km, les travaux de bitumage de ce tronçon lancés depuis 3 ans sont maintenant achevés. Une route qui désenclave toute la région du Béré. Quelques mois en arrière, il était impossible de le faire. Aujourd'hui, on peut se lever à toute heure et rentrer à Mankono sans vraiment souci. Le goudron permet à la population de pouvoir survivre. Écoulement facile des productions agricoles, hausse des activités économiques. Aujourd'hui, là, nos produits peuvent s'écouler aisément. Aujourd'hui, nous gagnons en temps, nous gagnons en économie, nous gagnons en santé pour venir à Mankono. Tienengoué-Mankono, qui était 59 km, on faisait 2h30, 3 heures de temps. Par jour, je vois, il peut avoir 10 000, je vois, il peut avoir 15 000. Je dis, maintenant, goudron, c'est rentré, l'argent, ça rentre à Mankono. Le bitumage de l'axe Tienengoué-Mankono vient aussi soulager les transporteurs qui souffraient du mauvais état de la route. Il y a beaucoup de banques qui ont diminué, on ne casse plus le ressort, on n'a pas assez de problèmes. On remercie le président qui fait plus encore. Les populations se réjouissent de la réalisation de cette infrastructure routière. Le transport même était cher. Avec l'arrivée du goudron, maintenant on a accès à de bonnes voitures. L'arrivée du car, quand tu es dedans, on est à l'aise. C'est climatisé. Les cadres de la région du Béré traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Mankono était le seul chef-lieu de région enclavé. Aujourd'hui, nous avons été désenclavés. Nous remercions de façon infinie le président Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Gon. L'axe Tienengoué-Mankono, maintenant bitumé. La région du Béré attend la réalisation du bitumage des tronçons Mankono-Zionoula et Mankono-Séguéla déjà en étude.
C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Est, en tout cas un endroit où la paix est une marchandise très coûteuse. C'est ce qu'a dit le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix aujourd'hui. Je suis sûre que cela nous donnera l'énergie nécessaire pour réaliser la paix dans notre région. Fin de citation. Le Premier ministre éthiopien, artisan d'une réconciliation spectaculaire avec l'ex-frère ennemi érythréen et père de réformes susceptibles de transformer en profondeur le pays. Il est âgé de 43 ans et au pouvoir depuis seulement 18 mois, le plus jeune dirigeant d'Afrique fait face à une inquiétante flambée de violences intercommunautaires dans son pays où des élections législatives devraient avoir lieu en mai 2020. Au pouvoir depuis avril 2018, comme je l'ai dit, Abiy Ahmed a initié un rapprochement au pas de charge avec l'Érythrée, ancienne province éthiopienne, et œuvré généralement pour la paix dans la Corne de l'Afrique à l'issue d'une rencontre historique le 9 juillet 2018 à Asmara, la capitale érythréenne. Il a mis fin avec le président érythréen Isaias Afewerki à 20 ans d'état de guerre. Et puis, les députés d'opposition en Guinée ont décidé aujourd'hui de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale pour protester contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de faire réviser la Constitution pour briguer un troisième mandat à 3 jours des manifestations. Les 53 députés d'opposition sur les 114 que compte l'Assemblée ont dénoncé dans une déclaration conjointe la volonté maintes fois exprimée par les autorités de ce pays d'élaborer une nouvelle constitution pour se maintenir au pouvoir. Alpha Condé, 81 ans, dont le deuxième mandat s'achève en octobre 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique, 2 maximum en Guinée. L'opposition s'attend à présent à ce que les présidents officialisent la tenue d'un référendum pour valider un changement de constitution ouvrant la voie à un troisième mandat. Fin septembre, Alpha Condé avait demandé aux Guinéens de s'y préparer. Et pour finir, en RDC, des gorilles dans les griffes d'un conflit entre pygmées et rangeuses dans les forêts du parc national de Kaouzi-Biega, Bonane en République démocratique du Congo. Bonane et sa famille de gorilles des plaines de l'Est, une espèce menacée, sont au cœur d'un conflit. Depuis 1 an, les rangeuses sont en guerre avec des leaders pygmées, des chefs autochtones qui affirment avoir été spoliés de leurs terres ancestrales dans les années 70 lors de l'extension du parc. Au sein de cette forêt congolaise se cache Panam et sa famille de grands singes. Chaque année, près de 2000 touristes rendent visite à ces gorilles de l'Est, une espèce menacée. Cette zone protégée du parc naturel des Kaouzi-Biega dans l'Est de la République démocratique du Congo est leur dernier sanctuaire au monde. Mais leur habitat naturel, la forêt secondaire, est elle aussi menacée. La cause, un conflit entre la direction du parc et des communautés pygmées voisines. Oui, les pygmées ont été instrumentalisés pour se donner à la destruction du parc par la coupe de bois, les charbons de bois, l'assillage de bois et même l'extraction minière. Et toutes ces activités sont incompatibles avec la conservation et ce sont des activités qui détruisent même l'habitat des gorilles. Le parc accuse les pygmées d'avoir coupé illégalement 350 hectares de forêt. Sur place, les rangers mesurent l'étendue des dégâts. Des habitants brûlent les arbres abattus dans les fours. Objectif, obtenir du charbon de bois. Le précieux Makala, unique source d'énergie pour la plupart des Congolais. Le conflit a fait au moins 3 morts depuis le début de l'année. Depuis ce jour, les rangers préfèrent jouer la carte de l'apaisement. Je leur disais que fini avec les activités illégales dans le parc. Donc, ils sont censés de passer le message à tous les autres éléments qui peuvent se retrouver dans le parc. Les pygmées ont lancé leur offensive en 2018. Ils affirment vouloir récupérer leurs terres ancestrales dans le parc national de Kaouzi-Biega. Ils disent qu'ils ont été expulsés du parc national de Kaouzi-Biega que nous voyons il y a maintenant 48 ans. Et ils disent si une fois l'État congolais ne leur donne pas de la terre, ils ne vont pas quitter cette forêt qu'ils ont déjà occupée. Un forum pour la paix est en cours pour mettre fin à ce conflit. L'enjeu est de garantir le droit des pygmées et de permettre le développement du tourisme tout en assurant la survie des gorilles. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.